Avec nous ce matin, on va commencer par cette réforme des retraites. Deux motions de censure qui seront donc débattues cet après-midi à l'Assemblée nationale suite au choix d'Édouard Philippe de dégainer le 49.3 samedi soir. Est-ce qu'il a eu raison pour vous, le Premier ministre ? Le 49.3 est une possibilité qui est offerte par la Constitution de 1958. Il a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans le cadre de l'histoire de la Ve République. C'est jamais facile d'utiliser le 49.3. Ça intervient à des moments un peu particuliers de notre histoire. Ça a été utilisé par plusieurs gouvernements de toutes couleurs politiques. Et qui n'avaient pas de majorité. Là, c'est pas le cas d'Édouard Philippe. Qui n'avait pas de majorité, les choses ne sont pas forcément aussi simples. Mais là, je pense qu'on était arrivé à un moment du débat où on voyait bien que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas de l'obstruction, alors même qu'il y a quelques jours, ils revendiquaient cette obstruction, n'avaient qu'une seule envie, effectivement, que le débat s'enlise. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser plus de temps à ce débat, plus que les 2 semaines prévues ? L'argument du temps me semble être un faux argument à partir du moment où nous avons nos procédures législatives bien particulières qui font qu'effectivement, qu'on soit député ou qu'on soit sénateur, on ne peut pas dire que les choses se passent uniquement dans l'hémicycle. Et je pense que celles et ceux qui crient aujourd'hui haro sur le 49.3 ont eu l'occasion, ont eu le temps, ont eu la possibilité d'échanger, de discuter, voire d'amender. Et on voit bien aujourd'hui que la logique des amendements est une logique qui me paraît un petit peu exagérée s'agissant du nombre abracadabrantesque, comme disait un président de la République, d'amendements qui ont été déposés sur ce texte. Le texte va arriver au Sénat, le débat aura lieu au Sénat, pas de 49.3 possible. Gérard Larcher demande un report du texte de 15 jours pour attendre la fin de la conférence de financement. Est-ce que vous soutenez la demande du président du Sénat ? Je pense qu'il faut entendre la demande du président du Sénat, qu'effectivement, il faut ramener un peu de sérénité dans le débat, la motion de censure qui va être discutée, la conférence de financement qui est en train de se dérouler, et le fait, effectivement, que le Sénat va se saisir, les choses commencent d'ailleurs aujourd'hui en commission, va se saisir du texte. Peut-être faut-il effectivement un peu de temps pour préparer le mieux possible les choses et faire en sorte que nous ayons un débat le plus pacifié possible et ne surtout pas donner l'occasion à la majorité sénatoriale de se saisir de ce débat sous le prisme purement politique. Vous craignez que la droite sénatoriale fasse de ce texte un texte politique ? Je pense que les uns et les autres vont être dans leur rôle, mais je pense qu'à partir du moment où des gages, entre guillemets, de bonne volonté pourront être donnés par l'exécutif, cela devrait permettre, on l'a vu sur d'autres textes, d'avoir un débat qui soit un débat, j'ai envie de dire, positif. Donc pour vous, Édouard Philippe doit accepter la demande de Gérard Larcher et décaler le débat au Sénat début mai en séance ? Je pense que Édouard Philippe doit écouter effectivement le président du Sénat et doit écouter la majorité sénatoriale. Nous sommes effectivement dans un pays où il est de bon ton d'écouter s'exprimer les uns et les autres et que il est sans doute nécessaire de faire attention à ce qu'on va faire pour la suite. 2 semaines de débat sont prévues également au Sénat en séance. Est-ce que pour vous, il faut laisser plus de temps au débat, si besoin, que les 2 semaines prévues ? Je ne sais pas s'il faut laisser plus de temps, parce que je vous le disais, dans le cadre de nos procédures parlementaires, les choses vont être préparées en amont, s'agissant des réunions de commission, possibilité de poser des amendements. Donc, pour vous, les 2 semaines, ça va suffire au Sénat ? Je veux dire, attendons de voir. Je ne peux pas préjuger effectivement de ce qui va se dire, mais je pense que le calendrier tel qu'il a été retenu me paraît être un calendrier tout à fait entendable. La Force ouvrière a quitté hier soir la conférence de financement. Est-ce que pour vous, cette conférence de financement, elle est désormais vouée à l'échec ? Je ne suis pas sûr qu'elle soit vouée à l'échec. À partir du moment où on sent bien que la CFDT souhaite être moteur s'agissant des organisations syndicales avec d'autres, je ne suis pas sûr qu'elle soit vouée à l'échec. Alors après, effectivement, j'ai envie de dire que s'agissant là aussi des organisations syndicales, chacun est aussi dans son rôle et que la parole est libre, les opinions sont libres, elles s'expriment. C'est le choix de Force ouvrière, on l'entend. Laissons se faire les choses. Mais vous le comprenez ? Vous regrettez ce choix de Force ouvrière ? Je regrette. Je l'entends, je ne le comprends pas forcément et je regrette effectivement ce choix délibéré à un moment clé, j'ai envie de dire, sur cette réforme des retraites. Alors, on va parler de ce qui se passe au sein de la République En Marche. Cette réforme des retraites et particulièrement ce recours au 49.3, il provoque des remous dans votre majorité. Votre collègue sénateur Michel Amiel a décidé samedi soir de quitter le parti, de quitter le groupe. Est-ce que vous comprenez sa décision ? J'entends la décision qui a été prise par mon collègue Michel Amiel. Après, vous dire que je la comprends, non, pas forcément. D'abord, je regrette, en tant que membre du groupe La République En Marche, de ne pas avoir été prévenu par Michel. Nous entretenons toujours des rapports de bonne relation, sachant que j'ai envie de dire c'est un peu un non-événement, puisque Michel Amiel n'en est pas, entre guillemets, à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà indiqué son souhait de quitter le groupe de La République En Marche à l'occasion du débat sur la loi bioéthique. Donc j'ai envie de dire que
Vous vous y attendiez à ce départ? On s'y attendait et que, effectivement, le calendrier, l'opportunité politique, la proximité des élections municipales, dans un contexte qui est assez difficile là où il est candidat, eh bien, on fait qu'il y a une conjonction de phénomènes qui ont rendu cette démission, ai-je envie de dire, inéluctable au vu du précédent. Clairement, vous voulez dire, il est candidat au Pen Mirabeau, Michel Amiel, que pour lui, c'était mieux de partir sans l'étiquette de La République En Marche? Je ne sais pas si pour lui, c'est mieux de partir sans La République En Marche, mais on avait bien senti de sa part la volonté de se dissocier de La République En Marche à l'occasion du débat sur le loi bioéthique. Donc pour moi, c'est un non-événement. Alors, il n'est pas le seul. Barbara Pompili a critiqué dès samedi soir l'utilisation de ce 49.3. 2 députés ont quitté hier le groupe. Est-ce que quand même ça fragilise, ça divise votre majorité, ce 49.3? Je ne suis pas sûr que ça fragilise et que ça divise. Ça génère du débat, ça génère effectivement de la réflexion de la part des uns et des autres. Mais je crois que dans les moments difficiles, quand le bateau tangue, ça n'est pas le moment de quitter le bateau. On peut effectivement exprimer ses divergences. Je n'ai pas à m'occuper de mes collègues députés à l'Assemblée nationale, mais il m'arrive d'avoir des échanges avec eux. Je veux dire, ils ont un fonctionnement qui est tout à fait organisé. Donc quand on a des divergences, c'est le cas pour les sénateurs de La République En Marche. Je veux dire, la parole est libre. Notre président de groupe nous laisse effectivement nous exprimer. À l'occasion de tel ou tel texte, on a pu manifester nos divergences, nos approches tout à fait différentes, avant que de prendre des décisions qui, bien évidemment, dans une société où l'information règne en maître absolu et où l'information est immédiate, il faut faire attention à ce qu'on fait dans des moments un peu compliqués. Vous ne craignez pas que l'aile gauche de votre majorité fasse scission et que se recréent les fameux frondeurs qu'il y avait sous le quinquennat Hollande? Je ne suis pas persuadé que ce soit l'intérêt de l'aile gauche. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais est-ce qu'on ne se dirige pas vers ça? On entend de plus en plus de critiques de cette aile gauche. Oui, on entend. Et c'est vrai que là aussi, tout à l'heure je parlais de l'immédiateté de l'information, les réseaux sociaux, n'importe quelle prise de parole est aujourd'hui relayée. Donc on entend beaucoup de choses. Laissons le temps parlementaire se dérouler, laissons le temps politique se dérouler et laissons les choses avancer dans le cadre de la concertation, de l'échange, de la discussion. Et on verra bien les choses, comment elles se passent au lendemain des municipales. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est le coronavirus.